Bonjour Maud Miami, vous sortez du Rififi au Pont Boudin aux éditions Nil le Oui. 11 juin prochain. C'est le troisième volet d'une série, Les 10 vœux d'Alfred et Les amours d'Alfred, qui sont Mhm. tous les deux sortis chez Nil également et qui d'ailleurs sont disponibles maintenant en pocket ou, Oui. ou seront disponibles bientôt, je ne sais plus. Le deuxième sera disponible chez Pocket le 11 juin aussi. D'accord, le même jour. Donc, Mm. on retrouve votre personnage, Alfred, au milieu des années 70, dans un petit village de Bretagne qui s'appelle Saint-Rufiac. C'est ça. Et son quotidien là est bouleversé par deux événements dans ce volume. C'est d'une part l'arrivée d'un nouveau médecin, Désiré, Mhm. qui est un médecin de couleur noire, ce qui crée Oui. un certain nombre de quiproquos dans le village. Et puis l'arrivée aussi de son père, Rémi, qu'il ne connaissait pas. Mhm. Est-ce que c'est bien résumé le point de départ de C'est bien ce livre? résumé le point de départ. Voilà, c'est ça. C'est ça. On a l'ensemble là pour comprendre le contexte. Oui, c'est ça. Et, et donc, dans ce nouveau volume, vous changez un peu de format de titre avec ce titre du Rififi, qui sent un peu Mhm. le roman populaire des années 50. On pense à Le Breton, etc. Est-ce que vous, c'est une littérature qui vous a nourri? Je connais, mais c'est pas forcément une littérature qui m'a énormément nourrie. L'histoire du titre est un peu différente. C'est parce que dans les deux premiers tomes, il y avait le prénom Alfred apparaissait dans le titre. Et là, on a décidé de ne pas le remettre dans le titre parce que c'est certes la fin de la trilogie, mais c'est aussi un roman qui peut être lu indépendamment des deux autres. J'ai vraiment fait en sorte qu'il soit une petite œuvre à lui tout seul. Et c'était aussi pour permettre à des lecteurs qui n'ont pas lu les deux premiers de pouvoir entrer dans mon univers sans problème. Et justement, l'arrivée d'un nouveau personnage au village, donc ce docteur noir qui s'appelle Désiré Diallo, va permettre aux lecteurs un peu comme Désiré, de découvrir ce village du fin fond de la Bretagne dans les années 70 avec un œil neuf et souvent ahuri avec tout ce que va découvrir ce docteur et justement les quiproquos qui peuvent naître aussi de sa couleur de peau et puis de sa totale découverte des mœurs, de la vie campagnarde à cette époque. Voilà. D'où l'idée de ce titre un peu drôle. Et ces mœurs de la vie rurale dans les années 70, vous les décrivez à la fois à la fois un côté assez social, assez triste, et d'autre part, vous faites aussi beaucoup d'humour sur ce milieu de vie et ce mode de vie. Oui, oui, je fais beaucoup d'humour parce que je me suis d'une part inspirée beaucoup de ma grand-mère qui a eu là, récemment 90 ans et qui est très très drôle. Et c'est elle qui m'a transmis beaucoup de ces anecdotes. Et elle a vraiment un humour décapant, une grande répartie. Donc je voulais que ça transparaisse dans le livre. Et d'autre part, je me suis inspirée pour ce tome, pour ce roman-là, du vécu de mon père, qui est arrivé quand moi j'étais toute petite dans les années 80 en Bretagne en tant que médecin soignant et il a repris la clientèle, la patientèle d'une religieuse blanche, voilà. Et donc lui il est arrivé un homme déjà noir et en plus pas spécialement religieux. Donc on imagine un petit peu ce que ça a pu créer comme situation cocasse. Et voilà, j'avais vraiment envie d'apporter de l'humour et de l'optimisme dans ce texte parce que je trouve que ça fait du bien et en plus qu'on en a besoin en ce moment. Et même la question du racisme, parfois vous l'effleurez de manière assez grave, mais la plupart du temps, vous la traitez vraiment avec humour, je trouve. La rencontre, par exemple, entre Le Gall, le Oui, précédent médecin, et, euh, et Désiré. oui. Ben, exactement. J'ai choisi de traiter cette notion de racisme avec humour parce que, comme je le disais, je me suis vraiment inspirée de l'expérience de mon père et il s'avère que quand il arrivait au fin fond de la Bretagne, il pipait pas un seul mot de patois, il comprenait pas les mœurs du coin, il a découvert avec stupeur et tremblement les notions d'hygiène des gens là-bas. Et voilà, mais il a été très bien accueilli.
D'ailleurs, il vit toujours là-bas, il exerce toujours là-bas, et c'est même lui qui nous a appris à parler patois. Donc, j'avais envie aussi de rendre ça et de montrer que oui, il y a eu un peu de racisme, finalement très peu, et que au contraire, ça s'est passé dans beaucoup de bienveillance, et c'était souvent de la maladresse. C'est pour ça que justement, vous parliez de son prédécesseur, Monsieur Le Gall, puisque le docteur Diallo rachète la clientèle d'un vieux docteur ivrogne et assez brut de pomme, on va dire. Et le livre s'ouvre sur un dialogue entre ces deux personnages où on comprend que oui, il y a disons que le vieux docteur Le Gall manque de tact et fait pas mal de gaffes quant à la couleur de peau et les origines du médecin. Mais finalement, c'est jamais vraiment méchant. C'est juste maladroit, on va dire. Voilà. D'où l'humour aussi. Et vous jouez aussi avec la langue, à la fois sur la syntaxe, avec les syllabes mangées, des expressions populaires. J'en ai noté quelques-unes. Père jeunesse pour le bal, la pratique pour le pourboire, et puis aussi tout un argot, follet, liapou, tioché, etc. Oui, disons que j'ai fait une espèce de mix entre, je pouvais pas, dès le début, j'ai pris le parti de pas utiliser le patois local véritable parce que ce sera compréhensible, il aurait fallu expliquer tous les mots. Mais voilà, j'ai fait un mix avec des mots typiques du coin qu'on comprend même sans traduction, avec des expressions souvent déformées, que je trouvais très drôle et que j'avais envie de remettre dans les dialogues. Et puis quand on jure et qu'on dit je te mens pas, aussi vrai que Jésus-Christ est la mère de Dieu. Bon bah voilà, j'adore ce genre de choses parce que c'est naturel, ça sort tout seul et puis je pense qu'il y a un côté ça se passe en Bretagne, mais je crois que ça pourrait se passer dans n'importe quelle campagne finalement. Donc c'était aussi ça la volonté de rendre le langage très 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 populaire, très direct, tout en m'amusant avec et en le rendant accessible sans qu'il y ait besoin de le déchiffrer quoi. Voilà. Et des mots comme par exemple des mots comme follet ou tiaché, c'est des souvenirs ou c'est pour vous ou vous avez fait des recherches sur ce Oui. Ce sont des. Ah, pas du tout. Non, j'ai pas fait des recherches. Ouais, non, j'ai pas fait de recherche. J'ai vraiment grandi avec. Il y a certains mots, même, notamment, vous parlez de follet. Moi, je pensais que c'était j'ai vérifié, mais effectivement, ce verbe-là n'existe pas. Quand on dit j'ai complètement follé, ça veut dire je suis devenue folle ou je suis devenue dingue par rapport à une situation. Mais effectivement, le mot n'existe pas. Comme pitancher, par exemple. Pitancher, ça veut dire boire beaucoup. Bon, ben, c'est pas spécialement dans le dico non plus. Mais donc, non, j'ai vraiment grandi avec ces mots-là et je les ai assimilés comme piocher, c'est piocher de la hanche. Bon, ben, c'est boiter, mais alors, vraiment beaucoup là. Très fort. Et donc, il y a cette dimension, ce travail sur le langage, la dimension humoristique, mais il y a aussi quelque chose de plus grave, je trouve. On rentre vraiment des fois dans l'aspect presque organique, physiologique de la vie de ce village, avec par exemple le récit, l'accouchement, le récit de la scène de l'épisiotomie, etc. Il y a quelque chose aussi de très dur, âpre. Aussi la vie d'Agnès, la mère d'Alfred, justement, sa vie à l'usine, son rapport à l'alcool. Alfred. C'était vraiment un de mes souhaits, et depuis le début de la trilogie, c'était de toujours essayer de rester sur une ligne entre la dure réalité et l'humour, et de ne pas tomber dans le pathétique ni dans la facilité de la caricature. Et ça, j'ai beaucoup cherché le ton, justement, le ton à adopter, et j'ai gardé cette ligne sur les 3 livres, c'est-à-dire rester dans la bienveillance tout en étant capable de parler de choses très difficiles. Et j'aime bien mettre en scène des situations douloureuses, mais où on a envie de rire quand même, pour jouer toujours sur cette corde-là. Et effectivement, j'aborde des thèmes qui me semblaient importants, notamment l'alcoolisme de la mère qui
se débat contre ses problèmes d'alcool. Et voilà, même si la vie est dure, ce petit garçon fait tout pour aider sa mère, et il y a beaucoup d'espoir aussi, c'est vrai. Mais la volonté d'aborder des sujets difficiles, mais en gardant une forme de légèreté et d'humour, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai cherché et que j'espère trouver à travers le ton du livre, justement. Il y a aussi beaucoup des sentiments très forts, la tendresse, enfin les rapports, le grand-père avec le petit-fils, le fils avec sa mère, et même les liens d'amitié, que Désiré crée peu à peu avec les habitants du village. Oui, ça c'était important aussi de de rendre justice à cette vie sociale, cette vie d'entraide, cette vie à la campagne qui se perd, je trouve. Et ma grand-mère, en le lisant, m'a dit qu'elle était contente parce qu'elle retrouvait quelque chose qui existe de moins en moins quand les gens se croisaient dans la rue. Bon, bah là, en plus, avec le confinement, ça aide pas. Quand les gens se croisaient dans la rue, ils discutaient, ils prenaient le temps. On connaissait les enfants, les petits-enfants, les grands-parents. Voilà, il y avait un vrai échange. Il y avait beaucoup de… Je dis pas qu'il y en a moins, mais c'est différent. Et là, dans ce village, on a certes affaire à des taiseux, hein, parce que ce sont des gens qui s'expriment pas non plus de manière expansive, mais il y a des liens très forts. Des liens très forts qu'on voit plus dans les gestes, dans les petites attentions, dans les regards, dans des mots derrière lesquels se cachent beaucoup d'émotions. Et ça aussi, c'était important pour moi de le rendre parce que, et je crois que Désiré Diallo en fait l'apprentissage durant son séjour là-bas. C'est vraiment la solidarité, je pense, et aussi l'amitié qui est très forte. Et il y a aussi quelque chose que vous faites revivre, je pense que c'est votre enfance, à travers des petits souvenirs, les poppies, l'odeur de la polycopieuse, de la colle Cléopâtre, Oui, le calendrier oui. avec les blagues, les routiers sont sympas sur RTL, etc. Ben c'est exactement ça. C'est un mélange de mes souvenirs à moi, donc plus années 80, la colle Cléopâtre, la polycopieuse, qui est donc l'ancêtre de la photocopieuse, qui sentait l'alcool, qui avait une encre verte, violette qui bavait un petit peu sur les feuilles. Et puis les poppies et certains autres souvenirs. Là, je me suis plus inspirée des souvenirs de ma tante qui, elle, est née à la même date que mon Alfred, donc dans les années 70. Et donc, elle m'a aussi transmis plein de choses, justement, liées aux odeurs, liées à des publicités, des choses comme ça qui se sont perdues, mais qui finalement font appel à une espèce de culture culture collective, quoi, qu'on a tous. Et j'avais envie de jouer avec ça, mais aussi. Avec la musique aussi, il y a pas mal de musique dans mon roman, des choses bonnes, des choses moins bonnes, mais justement, ça permet de faire une petite bande son rigolote. Et si les gens ont envie d'aller se replonger dans ces années-là, il y avait vraiment des bonnes choses. Voilà. Merci beaucoup, Maud Miami. Et donc, votre roman sort le 11 juin. Il sera le 11 juin en librairie et les 2 premiers volumes en poche chez Pocket. Oui. Merci beaucoup et à demain pour un nouvel entretien.